peut-être déjà dans le ventre de ma mère, puisque déjà mes parents étaient dans un milieu artistique et j'ai grandi dans cette ambiance. Donc on va pouvoir considérer que pendant les 9 mois avant ma venue au monde, je baignais déjà dans un univers artistique. Je pense qu'avant d'être un métier, c'est surtout une passion. Être créateur n'est pas forcément un métier, c'est surtout une passion, c'est une direction, c'est un état d'être. Alors, arriver à en vivre, c'est une autre question. Voilà, donc beaucoup d'artistes sont de grands créateurs, sont des créateurs, sont des fils conducteurs, inventent et innovent. Le métier n'est pas forcément, on va dire le métier peut-être pour un artisan, mais pour un artiste, ça va au-delà. En vivre est le rêve de tout le monde, de tout artiste. Et là, c'est encore un autre challenge et c'est encore une autre paire de manches. Ceci étant, mon expérience m'a démontré que la plupart des artistes qui vivaient pleinement de leur art, de leur vivant, du moins les premières décennies de leur vie, en général, ne finissaient pas dans la postérité. Quand on est créateur et qu'on invente et qu'on innove, on doit être en dehors de toute matérialité, quelle qu'elle soit. Alors, c'est facile à dire, beaucoup moins facile à mettre en application, mais on doit être libre de tout pour pouvoir innover, avancer et ouvrir des portes. Il n'est pas toujours évident de savoir quand l'œuvre est finie. Il m'est arrivé d'attaquer des œuvres, de les laisser en plan pendant des mois, de les reprendre par la suite et attendre plus de 2 ans de reprise et d'arrêt pour pouvoir décider que l'œuvre était terminée. Et puis, dans d'autres états d'esprit, il m'est arrivé d'attaquer une œuvre et la travailler avec frénésie, innover et créer jusqu'à un aboutissement que je considère définitif par rapport à mon plan de départ ou mon inspiration de départ. Donc, on ne peut pas déterminer combien de temps faut-il faire une œuvre parce que tellement de facteurs différents rentrent en compte que le facteur temps n'a plus d'emprise. J'ai plusieurs maîtres à penser qui ont dirigé et canalisé ma démarche et mon état d'être tout le long de ma vie. On va commencer par Pablo Picasso qui, dès ma plus grande enfance, a bercé et rythmé ma vie puisque fils de réfugiés politiques catalans, Picasso était l'un des leaders des réfugiés espagnols à Paris. Donc forcément, il a été omniprésent toute mon enfance et toute ma vie. Par la suite, Gaudi aussi, Gaudi, au niveau architectural, qui a innové et mis à plat toute l'architecture traditionnelle. Il les a mis au tapis. Son architecture, ses bâtisses, si elles n'existaient pas, elles ne seraient même pas concevables sur ordinateur ou sur une table à dessin. Donc voilà, on peut dire que Picasso et Gaudi font partie des créateurs qui m'ont rythmé tout au long de ma vie. Par la suite est intervenu aussi Dali. Dali, alors là, ça va être plus le personnage provoque, auto-mise en scène et autopromotion, on va dire, puisqu'il excellait dans le domaine, qui m'a influencé. Donc là, au niveau des artistes. Ensuite, on a ce grand monsieur qui a énormément contribué au développement de l'art moderne, qui s'appelait
Adrien Meg, dont nous avons rencontré la petite fille l'autre jour, qui avait créé cette fondation Meg sur la Côte d'Azur et qui est aujourd'hui une institution historique sur les artistes de la Seconde Guerre mondiale. Tous ces artistes majeurs qui ont contribué au développement de l'art moderne. Factor Cheval est aussi un autre de mes maîtres à penser. Je suis sidéré et admiratif par l'œuvre de cet homme qu'il a mis 33 ans à créer tout seul à la force du poignet, qui était pris pour un fou de son vivant, et aujourd'hui le monde entier vient voir son œuvre, et il a influencé là aussi tous les plus grands artistes de ces dernières décennies, dont Picasso, qui a fait quelques esquisses par rapport à Factor Cheval. Donc voilà, effectivement, j'ai eu plusieurs maîtres à penser dans ma vie, sans parler de Léonard de Vinci pour ses résultats d'analyse, ses recherches, Einstein bien évidemment, et bien d'autres. Évidemment, évidemment, on peut pas être connecté en permanence et avoir l'inspiration constante. Surtout dans le monde dans lequel nous vivons, il y a toujours des facteurs extérieurs qui viennent polluer votre vie au quotidien, ne serait-ce que la matérialité en elle-même, parce que nous sommes tous tributaires de l'argent, qui est le nerf de la guerre. Donc sans argent, pas de toit, pas d'atelier, pas de nourriture. Donc il y a toujours tout un tas de facteurs extérieurs qui vous plombent le moral, vous plombent le mental et vous obligent à mettre une autre casquette, tout simplement. Hein. On doit retrousser les manches et œuvrer pour d'autres choses. Donc forcément, l'inspiration ne peut pas toujours être présente. Et puis il y a aussi des fois où elle n'est pas là tout simplement. Et puis je me suis rendu compte que de temps en temps, il faut aller la chercher, l'inspiration. Il faut forcer. Donc des fois, à se mettre dans le bain, c'est comme... On dit l'appétit vient en mangeant. Je pense que l'inspiration, c'est aussi parfois ça. On s'y met et puis on se connecte et puis d'un seul coup, ça vient. Et on ne s'arrête plus. Donc il faut pas toujours attendre qu'elle vous tombe comme ça. Je crois que c'est une recherche permanente, et qui dit recherche dit aller de l'avant. Ah, lequel? Il est tellement éclectique. Il est tellement éclectique. Pas facile. D'abord, c'est pas facile d'avoir du recul sur soi-même. Hein. Les gens vous perçoivent d'une façon et qui est bien souvent différente que celle dont on se perçoit soi-même. Et en tant qu'artiste, c'est pas évident parce que, alors, mes vrais amis, ceux qui me connaissent dans l'intimité depuis des années, savent que je suis artiste, que j'ai une démarche alchimique poussée. Et puis après, il y a ces centaines, voire ces milliers de personnes qui, pendant 25 ans, m'ont vu diriger une galerie d'art, être agent artistique, être mécène, manager, homme de marketing, homme de communication et puis homme de commerce, parce que qui dit galerie d'art dit commerce, parce que les artistes doivent vendre leurs œuvres pour vivre, et le galériste doit tout faire pour pouvoir vendre ses œuvres et sensibiliser un grand public qui est parfois totalement néophyte pour acquérir ses œuvres. Donc là aussi, c'est une toute autre démarche et qui elle-même est une démarche artistique, parce que être marchand, un vrai marchand, c'est aussi être un artiste, imposer et diffuser des artistes. D'ailleurs, j'ai cet ami
peintre qui s'appelle Ben, que nous connaissons tous, qui a écrit sur un de ses tableaux, puisqu'il écrit toujours en blanc sur fond noir, et a dit acheter de l'art, c'est faire de l'art. Donc déjà, n'importe quel amateur d'art basique ou collectionneur à haut niveau, comme nous en connaissons, qui achètent des œuvres d'art, investissent dans l'art et mettent de l'art dans leur vie, dans leur demeure, dans leur maison, sont des acteurs importants de la scène de l'art. En fin de compte, tout part du créateur jusqu'à sa finalité. Les musées sont aussi indispensables parce que le musée est la consécration. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là. J'ai eu beaucoup de chance puisque pendant 25 ans, j'avais une galerie d'art à Monaco, euh, à Monte-Carlo très exactement, donc en plein cœur de la principauté. Donc tous les grands de ce monde transitent tôt ou tard à Monaco. Et étant moi-même très actif, ma démarche, et parce que des fois on anticipe aussi les rencontres, il faut anticiper. Euh, donc effectivement, j'ai eu énormément de chance à ce niveau-là. J'ai pu rencontrer parmi les plus grands artistes du siècle dernier, puisque nous sommes déjà en 2015, que ça soit dans le domaine de la chanson, dans le domaine du cinéma et dans le domaine de la peinture. Euh, donc c'est vrai que tous les arts se rejoignent. Tous les artistes, en règle générale, aiment un autre art. On ne se limite pas, si on est chanteur, qu'à la chanson, si on est acteur, qu'au cinéma, et si on est peintre ou sculpteur, qu'à la peinture ou à la sculpture. Je pense que l'art est un état d'être, un état d'esprit, c'est une grande famille, et on a tous des ouvertures les uns sur les autres. Alors oui, j'ai eu la chance de rencontrer des gens comme Michael Jackson, comme Barry White, comme James Brown, comme Claude Lelouch, comme Depardieu, comme Sylvester Stallone, comme toutes sortes d'artistes très éclectiques les uns des autres, avec seul dénominateur commun, l'art pour l'art, sans forcément rentrer dans un quelconque jugement ou une quelconque interprétation. Euh, dès le départ, que j'étais à Monaco, l'un des plus grands artistes qui m'a influencé lui aussi toute mon enfance, surtout mon adolescence, et nous avons été amis pendant des années jusqu'à son départ, c'était Léo Ferré. Léo Ferré, tout le monde le connaît, c'était un poète, il écrivait, il composait ses chansons. Euh, je me suis souvent retrouvé dans ses chansons et quelque part j'étais aussi cette graine de nanar qu'on retrouve dans ses chansons. D'ailleurs, nous avions un projet d'édition ensemble, de créer un livre de bibliophilie autour de ces chansons illustrées par des œuvres peintes, gravées ou lithographiées. Donc voilà, ça fait partie des belles rencontres et de ces échanges en fin de compte. Qu'on soit écrivain, j'ai rencontré beaucoup d'autres écrivains par la suite, mais Léo Ferré reste quand même la rencontre la plus belle, la plus noble et la plus pure de toutes. Ben, l'échange est toujours important, c'est une des bases même de la vie, que ce soit dans la nature et encore plus dans l'être humain. Donc le fait de rencontrer d'autres artistes majeurs, avec une expérience différente que la mienne, et puis nous apprenons toujours de nos aînés. Donc oui, ce sont des enrichissements. J'arrive pas à mettre les qualificatifs, mais c'est voilà, c'est une nourriture. On va dire c'est une nourriture intellectuelle, mais aussi une nourriture spirituelle. Et pour des rencontres même éphémères, il m'est arrivé de rencontrer
de grands artistes, ça a duré quelques minutes parfois, mais cette poignée de main, cet échange de regards, ces quelques mots échangés, cette perception, euh, met du baume au cœur. Et en fin de compte, c'est un petit peu comme un grand plat, allez, comme une grande paella, puisque je suis espagnol, on va vous dire. Donc, une grande paella, on y met toutes sortes d'ingrédients et c'est ce mélange d'ingrédients qui vous donne une saveur définitive. Euh, donc je pense que voilà, toutes ces belles rencontres façonnent et enrichissent votre état d'être et quelque part guident votre cheminement, vous amènent sur une direction X ou Y en fonction de toujours nos aspirations, nos inspirations, nos états d'être. Mais voilà, c'est un enrichissement personnel qu'on essaye de retranscrire d'une autre façon sur une œuvre ou sur un état je reviens toujours sur ce mot, mais sur l'état d'être. L'état d'être est pas toujours considéré aujourd'hui sur notre planète où on fonctionne tous avec l'ego. On voit, tout le monde est dans l'ego, dans la rentabilité, et on oublie d'être tout simplement. Et c'est cette dimension spirituelle qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, le système arrive à cette fin déplorable dans laquelle nous nous retrouvons, et ce sont ces nouvelles générations qui justement doivent redonner leur lettre de noblesse à l'être humain, donc l'état d'être, et à la planète. Une grande joie pour moi d'exposer dans ce musée de Baminosa, ville que j'affectionne particulièrement, et puis le musée qui est le musée d'art et d'histoire. Et il est vrai que la démarche que j'ai, mon cheminement personnel, est à la fois en corrélation avec l'art et l'histoire. Donc je vous attends cet été au mois d'août, du 1er au 23 août 2015. Merci Jordi. À bientôt.